Voilà. Donc Minalogic, je profite donc de votre présence et je crois assez nombreux puisqu'on a un petit peu plus que 200 inscriptions à ce webinaire. Alors, je ne vois pas le nombre de connectés malheureusement. Je ne sais pas si tout le monde est arrivé, mais bon, on démarre à l'heure. Donc je profite de votre présence pour vous présenter, avant de donner la parole aux personnes qui interviendront à la région, que je présenterai après, pour vous présenter 3 slides sur Minalogic. Alors qu'est-ce que Minalogic? Minalogic, c'est le pôle de compétitivité de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Principalement, nous, on s'occupe des technologies digitales. Voilà. Donc, annuellement, on a environ 500 membres adhérents au réseau, composés, on va dire, à 80% de PME. On a aussi, on regroupe aussi évidemment les entreprises de taille moyenne et les grands groupes. Et nous regroupons aussi tout ce qui est organismes de recherche, de formation, toutes les collectivités territoriales et évidemment, nous avons aussi dans notre escarcelle, on va dire, tout ce qui est toutes les banques et enfin, grosse partie de banques et d'investisseurs. Slide suivante. Donc, qu'un savoir-faire pour le pôle, puisque le pôle a été créé en 2005, comme tous les autres pôles, en l'occurrence en France, et Minalogic, dans son secteur, a labellisé plus de 800 projets, a accompagné un peu plus, environ 1 milliard de subventions publiques dans des appels, par exemple, à projets financés, a accompagné 2,6 milliards d'euros d'investissement de R&D liés à tous ces projets et a surtout généré environ 10 000 rendez-vous business to business à travers notamment les différents événements que nous pouvons organiser comme les Minalogic Business Meetings ou des journées Open Innovation ou des choses comme ça. Voilà. Donc vous êtes nombreux aujourd'hui à venir nous écouter et surtout à venir écouter la région. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur Minalogic à nous contacter. Je crois qu'il y a une slide encore derrière. Donc voilà, c'était juste pour préciser que la région Auvergne-Rhône-Alpes est une région, comment dire, très dynamique, voire la plus dynamique après la région parisienne en termes de micro, nano, électronique et tout ce qui va avec, on va dire digital au sens très large, on va dire du matériau semi-conducteur jusqu'à l'application, bien entendu. Et voilà, et tout ça pour dire qu'on est présent d'abord en Auvergne-Rhône-Alpes, mais évidemment, nous rayonnons aussi au niveau national, au niveau européen, puisqu'on s'occupe aussi, on a aussi des personnes chez nous qui gèrent ces affaires européennes. Et bien entendu, on a aussi une ouverture sur l'international. Voilà. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Madame Anne Lebar, qui va présenter en fait ses collaborateurs, qui vont parler ensuite des différents volets en fait de France 2030 régionalisés. Madame Lebar est chargée de mission santé et France 2030 au service économique de l'État en région. Donc, je vais laisser la parole à la région pour les différentes présentations. Nous reviendrons à la fin sur une série de questions-réponses. Alors, pour préciser, toutes vos questions, vous pouvez les mettre dans le chat pendant la durée de la présentation, des 5 présentations qui vont suivre. Et on s'accordera à la fin le temps qui nous restera pour, en fonction du nombre de questions, en présenter quelques-unes auxquelles nos interlocuteurs pourront répondre. Donc la série de questions-réponses sera faite en présence d'Isabelle Boulonjou, qui est chargée d'affaires innovation à BPI à Lyon. Donc je laisse la parole à Madame Lebar. Moi, je me tais et je vous reprendrai à la fin aussi pour conclure sur ce qu'on peut vous proposer chez Minalogic sur tous ces appels à projets qui sont liés à ce programme France 2030. C'est à vous. Merci. Bonjour à tous. Donc, Anne Lebars, moi je travaille au service de l'État en région. Donc, c'est pas la région, c'est l'État. Puisque le dispositif France 2030, donc c'est un dispositif qui a été lancé par l'État au niveau national et sur lequel on a une enveloppe qui est régionalisée et cofinancée avec la région, en l'occurrence la région Auvergne-Rhône-Alpes, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, je vais vous présenter rapidement les principes d'intervention de France 2030, donc qui sont valables à la fois
au niveau national et aussi dans la déclinaison régionale. Donc, il y aura 50% des crédits qui vont être consacrés à la décarbonation et aucune dépense de France 2030 ne sera défavorable à l'environnement. Donc, c'est vraiment un point auquel on attache beaucoup d'importance et qui peut disqualifier certains projets. Ensuite, on souhaite accorder 50% du plan aux acteurs émergents. Donc ça, ce sont plutôt des entreprises jeunes et qui n'ont pas forcément déjà bénéficié de financement public, donc des néo-innovateurs, en tout cas du point de vue du financement public. On accepte dans cet appel à projet de prendre des risques et de prendre avec vous le risque de l'échec. Donc, on attend des projets qui soient très transformants et très intensifs en technologie. Ce qui est nouveau par rapport à ce qu'on appelait avant le programme investissement d'avenir ou PIA, donc c'est qu'on investit non seulement dans l'innovation, mais aussi dans l'industrialisation, donc avec une volonté de réindustrialiser le territoire français. Enfin, les enveloppes pourront évoluer en fonction de la consommation des différents axes, être réajustées. Et ce grand plan, donc qui fait 54 milliards d'euros, il est géré de manière interministérielle par le Secrétariat général pour l'investissement, SGPI, donc qui dépend directement de la Première ministre. Donc, France 2030 régionalisée, sur les 54 milliards d'euros du plan, il y a 500 millions d'euros qui sont consacrés à l'enveloppe régionalisée. Et cette enveloppe de 500 millions d'euros, elle est répartie entre les régions en fonction de leur PIB. Donc, pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 60 millions d'euros de l'État et la région a accepté de mettre 60 millions d'euros en face. Donc, ce qui est important, c'est que cette enveloppe, elle est décidée localement par le préfet de région et le président du conseil régional. C'est une codécision, donc si un des deux n'est pas d'accord, le projet n'est pas financé. Si les deux sont d'accord, il peut être financé. Avec un principe de cofinancement, donc quand la région met 1 euro, l'État met 1 euro en face. On travaille avec 2 opérateurs, donc qui sont BPI et la Banque des Territoires. Donc ça, c'est selon les axes que je présenterai ou qui seront présentés par mes collègues de la région. Et on a voulu, sur cette édition de France 2030 régionalisée, vous donner de la visibilité. Donc, c'est un programme qui court jusqu'en décembre 2025 et qui a été ouvert en juin 2022. Donc, on a un peu moins de 4 ans. Les 4 appels à projets sur les 4 axes sont ouverts pour 4 ans et on organise des relèves régulières, ce qui vous permet de déposer vos projets quand ils sont vraiment matures et ce qui augmente également leurs chances de succès. Donc, on a 4 axes d'intervention qui sont complémentaires. Le premier axe s'appelle transformation des PME par l'innovation. Il est doté de 32 millions d'euros, État et région, et il permet de financer des projets individuels d'innovation ambitieux, portés par des PME ou des ETI. Le deuxième axe, donc c'est un axe qui est connu, je pense, de pas mal d'entre vous. Il s'appelle Projet collaboratif de recherche et développement, IDEMO régionalisé, et c'est son nouveau nom. Avant, on l'appelait FUI ou PSPC Région. Donc là, ce sont des projets avec un consortium de 2 entreprises, dont une PME ou ETI et un laboratoire. Le troisième axe, l'amélioration et la transformation des filières. Donc, on cherche à financer des moyens de production ou des infrastructures qui vont être partagés entre plusieurs acteurs d'un écosystème, d'une filière, et qui vont avoir un effet d'entraînement sur de nombreuses entreprises. Et enfin, l'axe 4, des projets de formation professionnelle qui s'appuient sur un engagement conjoint et durable des entreprises et des acteurs de la formation. Donc, IDEMO régionalisé doté de 56 millions d'euros, filière 21 millions d'euros et enfin formation 11 millions d'euros.
Ça n'a rien à faire là. Et donc, je vais passer la main à mes collègues de la région, donc Camille, pour commencer sur l'axe transformation des PME par l'innovation. Merci. Bonjour à tous, donc Camille Chen, je suis à la direction de l'économie à la région. Je m'occupe des dispositifs de financement d'innovation, dont cet axe transformation des PME par l'innovation et également l'axe filière avec ma collègue de d'Esri. Donc ce dispositif France 2030 sur le premier axe transformation des PME, bah, c'est une simple continuité pour ceux qui le connaissent du dispositif PIA 3, donc programme d'investissement d'avenir 3 et le premier axe, où on finance des projets individuels d'entreprises du territoire qui vont s'engager dans une démarche d'innovation pour se différencier, gagner en compétitivité et aller vers de nouveaux marchés. On a deux types de projets financés, une phase plutôt amont, donc vraiment en pré-proto, on va dire sur des TRL 3, 4, 5 à la limite. Donc en subvention de faisabilité, des projets qui pourront aller jusqu'à 18 mois, et puis à 50% de financement entre 75 et 500 000 euros, et donc des projets qui pourront être entre 150 et 1 million d'euros. Pardon. Ensuite, deuxième typologie de projet, c'est on va être beaucoup plus en aval, on va être limite post-proto, on va dire, sur des TRL plutôt 6, 7, 8. Et là, on va passer sur une phase développement et pré-industrialisation avec la validation de dernière étape avant d'accéder au marché. Et on va être sur des projets qui peuvent être un peu plus longs, jusqu'à 2 ans, et sur une typologie de financement qui va être de l'avance remboursable. Donc pas du prêt, hein, de l'avance remboursable, c'est-à-dire que la différence par rapport à du prêt, c'est que s'il y a un constat d'échec, vous n'êtes pas tenu de tout rembourser sur une avance remboursable ou récupérable, suivant les termes qu'on utilise. Et là, pareil, on est sur des projets de 150 à 1 million d'euros et sur un financement qui va de 75 à 500 000 euros, avec bien sûr des libérations en plusieurs tranches, dont une bah, au début du projet. Les dépenses très classiques sur ce genre de projet, on est sur des projets de R&D, hein, donc c'est le régime RDI, qui est en cours de modification d'ailleurs. On finance bah, des frais de personnel qui vont effectuer les tâches dans le projet, des coûts d'instruments, de l'amortissement, des investissements également, si c'est uniquement utilisé pendant la durée du projet. Il peut y avoir évidemment des opérations de sous-traitance, mais il ne faut pas que ce soit des projets collaboratifs. Donc, on parle vraiment de sous-traitance pure, avec du conseil ou du service, par exemple, et puis des consommables. On a mis en place un canevas à respecter, bien sûr, puisque ça fait partie du cahier des charges. Donc, et puis, c'était aussi une manière d'homogénéiser un petit peu les dossiers sur cet axe-là. Donc, il y a un dossier qui est téléchargeable sur le lien que vous voyez ici, et qui est à remplir et à déposer sur la plateforme. On procède par relevé trimestriel, mars, juin, septembre, décembre. Donc là, on a fait un relevé au mois de septembre, fin septembre. On va faire un relevé fin décembre, et puis bah, voilà, mars, juin, etc. Et de manière générale, les projets qui sont relevés, qui rentrent en instruction entre l'État, la région et BPI France, obtiennent un avis bah, favorable ou défavorable 3 mois après lors d'un comité de pilotage. Et qu'est-ce qu'on attend sur ces projets? Bah, là encore, rien de nouveau. On attend vraiment que les entreprises, enfin que vous, alliez vers une transformation. Vraiment, cette idée d'aller vers de nouveaux marchés, de se transformer. Alors on entend innovation, en tant que, bah, innovation de process, innovation de techno, innovation de service, mais il y a vraiment cette importance de la transformation. On va évaluer évidemment, bah, votre positionnement, le positionnement de cette innovation, par rapport à un état de l'art. Quel sera le modèle économique qui sera mis en place, une fois que cette innovation sera validée? Et puis on regarde également, votre capacité financière, les projets en cours, les aides en cours, et cetera, les impacts qu'il y a en termes de politique publique, donc les impacts directs sur le territoire ou induits d'ailleurs aussi, sur la sous-traitance, et puis une stratégie de propriété intellectuelle. On analyse un petit peu tout ça, on discute entre les services de l'État, de la région et de BPI France pour ensuite sélectionner les projets. Et je passe la parole à ma collègue Florence qui va vous parler de IDEMO. Merci à tous. Bonjour à tous. Florence Charnet, donc de la région, de la direction de l'enseignement supérieur, recherche et innovation. Moi, je vais vous présenter le dispositif IDEMO régionalisé,
qui est un dispositif qui n'était pas intégré avant dans l'ancien PIA régionalisé, qui avait une vie séparée, que vous connaissiez, comme l'a dit Anne, sous le nom de FUI ou PSPC région. Et donc, la nouveauté, c'est que ce dispositif a été intégré dans France 2030 régionalisé. Anne l'a précisé, hein, ce dispositif, il y a une décision qui sera au niveau régional, préfet, président de région. Il est ouvert pour les 4 prochaines années, donc jusqu'en 2025, avec 2 relevés par an, donc un relevé fin avril, le prochain, et un relevé qui a eu lieu fin octobre, pour lesquels les projets sont en cours d'instruction. C'est des projets qui peuvent être 100% avec un consortium de partenaires de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ou alors ça peut être des projets qui sont en interrégion. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Ce que l'on souhaite dans le cadre de ces projets collaboratifs de recherche et développement, c'est de pouvoir avoir des projets qui vont structurer les filières industrielles existantes ou en émergence. Et bien sûr, tout ça se faisant en relation avec la recherche publique, la recherche académique. L'objectif, c'est d'accompagner et de s'appuyer sur ce qui se passe au sein des laboratoires et de la recherche publique pour pouvoir donner des pistes d'action aux entreprises et inversement, c'est-à-dire que les entreprises ont aussi des technologies et des produits-services à développer. Elles peuvent s'appuyer aussi sur les ressources des académies et de l'excellence de notre recherche sur le territoire. Par rapport à la structuration des projets, nous, chaque région a un cahier des charges précis. Le cahier des charges de la région Auvergne-Rhône-Alpes demande un consortium d'entreprises avec un maximum de 5 partenaires, dont 2 entreprises minimum, une PME ou une ETI, et puis un partenaire de la recherche académique. Donc, ça peut être aussi 3 entreprises, un laboratoire ou 3 entreprises et 2 laboratoires. Le budget des projets que l'on attend est situé entre 1 et 4 millions d'euros. Et nous demandons une labellisation obligatoire par un pôle de compétitivité régionale. Donc, en l'occurrence, Minalogic, vous pouvez vous appuyer sur le pôle qui organise cette session. Au niveau des dépenses qui sont éligibles, comme Camille vous l'a précisé, on s'appuie sur le régime relatif aux aides à la recherche et au développement et à l'innovation. Et les dépenses qui peuvent être prises en compte, ce sont des frais de personnel, le coût de l'instrumentation des matériels ou leurs amortissements, le coût de la recherche contractuelle, du conseil du service, des consommables, etc. Ce qui vous intéresse également, c'est de savoir le taux d'intervention et les mécanismes d'intervention par rapport à ces projets collaboratifs. En Auvergne-Rhône-Alpes, l'État et la région ont décidé d'intervenir en subvention, c'est-à-dire que le soutien public sera en 100% subvention. Il n'y aura pas d'avance remboursable dans le cadre des crédits alloués par l'État et la région. Par contre, dans le cadre de ces projets collaboratifs, il est possible que d'autres collectivités territoriales interviennent, notamment les métropoles. Et à ce moment-là, si les métropoles interviennent parce qu'il y a un partenaire, notamment économique, sur son territoire, elle pourra intervenir soit en avance remboursable, soit en subvention, en fonction des modalités propres de la collectivité. Un point d'intention aussi, je vous disais tout à l'heure que il y a la possibilité, et c'est toujours d'intérêt, de pouvoir monter des consortiums qui sont nationaux, donc avec plusieurs partenaires qui soient sur le territoire ou en dehors, ce qu'on appelle les projets interrégionaux. Là, il faudra veiller à se référer au cahier des charges du coup de l'IDEMO régionalisé de la région pour lequel le partenaire est positionné, puisque bien que ce soit un dispositif national, l'État et les régions ont souhaité prendre en compte les spécificités territoriales. Et donc, par rapport à ça, il y a des petites variations sur les cahiers des charges de chaque région. Donc, c'est important
de pouvoir prendre en compte l'ensemble de ces spécificités dans le cadre de l'élaboration du projet. Le taux d'intervention pour les entreprises en Auvergne-Rhône-Alpes, donc sont inscrites, vous voyez, c'est un taux qui est dégressif en fonction de la taille de l'entreprise. Les petites entreprises pourront bénéficier jusqu'à 60% de soutien public, les grandes entreprises jusqu'à 25% de soutien public. Les laboratoires, le partenaire académique, eh bien, soit 100% de coûts marginaux, soit une intervention à 50% des coûts complets. L'appel à projet est ouvert. Le prochain relevé sera fin avril. Donc, je vous invite à réfléchir à vos projets et vous rapprocher du pôle pour qu'il puisse co-construire et vous accompagner sur l'élaboration et le dépôt de ce projet. Et je passe la main à ma collègue Mélanie qui va vous parler de l'amélioration et la transformation des filières. Oui, merci Florence. Bonjour à tous. Donc Mélanie Descamps, chargée de mission à la direction de l'enseignement supérieur, recherche et innovation de la région. Je coordonne avec Camille Etienne l'axe amélioration et transformation des filières. Donc comme ça vous a été présenté un peu plus tôt, cet axe-là qui est doté de 21 millions d'euros État-région vise en fait à financer des moyens de production partagés, des infrastructures partagées avec un effet d'entraînement important sur les entreprises d'une filière stratégique régionale. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que sur cet axe-là, que vous avez peut-être connu avant sous le nom de pays à 3 filières, il s'agit vraiment de structurer une filière stratégique régionale. Donc, ce caractère structurant, c'est vraiment le point d'entrée, l'élément fondamental de cet axe. Avec une autre particularité, c'est que les projets doivent être portés par un porteur unique qui va avoir un rôle de représentation de l'ensemble des partenaires. Ce porteur sera implanté sur le territoire régional, mais il peut prendre différentes formes. Donc, ça peut être des PME, des ETI, des structures qui fédèrent plusieurs entreprises. Enfin, vous avez la liste ici qui vous est présentée sur la slide. On cherche à financer des projets qui vont avoir une durée de 36 mois au maximum et un coût total compris entre 500 000 euros et 4 millions. Sachant qu'on finance à hauteur de 50%. Donc, l'aide financière est comprise entre 250 000 et 2 millions d'euros, avec 75% de ce montant sous forme de subvention et 25% sous forme d'avance récupérable. Voilà, donc ces projets peuvent être labellisés par un pôle de compétitivité ou un cluster. Ce n'est pas une obligation, c'est néanmoins un point souvent crucial quand même dans les dossiers, c'est-à-dire que généralement, enfin, les projets qui sont labellisés ont plus de chances finalement d'aboutir que les autres. En termes de dépenses éligibles, on est comme sur les axes précédents soumis au régime d'aide sur la recherche, développement, innovation. Et donc, en termes de dépenses, les dépenses vont surtout concerner des dépenses de structuration et d'animation de filière. Donc, ça va être essentiellement des dépenses d'investissement matériel, sachant bien sûr que les investissements de remplacement ne sont pas éligibles dans cet axe. Il peut y avoir aussi des dépenses de fonctionnement. Et puis, il se peut aussi que le porteur unique porte lui-même un projet de recherche et développement, et auquel cas, il active une espèce d'option, hein, c'est-à-dire le point projet de recherche et développement que vous avez là sur la slide, qui n'est pas une obligation dans tous les projets, mais si le porteur unique a une partie recherche et développement dans son projet qu'il porte lui-même, on peut prendre en charge les salaires de personnel technique, les consommables, les équipements, etc. Donc, comme pour les autres axes, vous avez un format imposé pour le dossier à déposer qui est donc disponible sur le lien qui vous est mis ici, avec des relevés également trimestriels. Donc, le prochain relevé est fin décembre. En termes d'attendu des projets, on est assez proche de ce qui est attendu pour l'axe 1 innovation qui vous a été proposé tout à l'heure, à ceci près qu'on a cette caractéristique structuration des filières qui est vraiment fondamentale ici pour que vos projets soient éligibles. Donc on retrouve, vous le voyez, le caractère innovant, l'impact sur les PME et ETI régionales, le modèle économique qui doit être robuste, la capacité financière à porter le projet, des perspectives d'activité et d'emploi industriel à démontrer, et puis enfin une politique de propriété intellectuelle clairement définie dans le projet aussi.
Voilà pour ce qui concerne l'axe filière. Et donc, je passe la parole à ma collègue Véronique. Merci Mélanie. Bonjour à tous, Véronique Servos, je suis chargée de mission à la région, également à la direction de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Et donc, je vais vous présenter le dernier axe, l'axe projet de formation professionnelle, qui est consacré au financement de projets d'ingénierie de formation. Donc, il s'agit de projets partenariaux, c'est-à-dire portés par des consortiums d'acteurs, tels que des organismes de formation, des entreprises ou des filières, donc des partenaires publics ou privés. Ces projets doivent présenter une assiette d'éligibilité qui doit être supérieure à 500 000 € et la subvention qui peut être obtenue au titre de France 2030 peut atteindre 50 des dépenses éligibles dans la limite d'un plafond de 2 millions d'euros. Donc en termes d'objectifs, ces projets de formation doivent répondre de façon assez directe à un besoin en formation qui va être exprimé par les entreprises ou par une filière et qui va donc donner lieu à la création soit de nouvelles offres de formation ou d'accompagnement, ou faire évoluer de façon significative des formations déjà existantes, en proposant notamment des modalités pédagogiques innovantes, voilà, et doit donner lieu notamment à la délivrance d'outils innovants pour la délivrance de formation, pardon, ou pour l'accompagnement des entreprises dans la gestion de leurs ressources humaines et pour la sécurisation des parcours professionnels des salariés. Alors cette offre de formation en termes de public cible peut concerner bien évidemment les salariés, mais plus largement dirigeants d'entreprise, demandeurs d'emploi, les jeunes en formation initiale ou en apprentissage. En termes de dépenses éligibles, alors ces projets sont financés sur une durée de 3 ans pour permettre, donc c'est une subvention d'amorçage pour permettre l'expérimentation d'activités nouvelles. Donc les actions qui peuvent être financées au titre de France 2030 sur cet axe formation, ce sont des actions d'ingénierie de formation et pas de formation. Donc vraiment l'ingénierie, la conception et l'amorçage. Également, dans l'assiette d'éligibilité, la formation de formateurs ou d'accompagnateurs, les équipements de formation qui vont être nécessaires au déploiement des actions, les dépenses d'amortissement pour la durée du projet et éventuellement les dispositifs de coordination qui peuvent se mettre en place entre entreprises avec des organismes de formation. Voilà. En termes de critères de sélection, eh bien, vont être particulièrement examinés la pertinence et la maturité de la solution qui va être proposée, le caractère innovant de l'offre de formation, soit parce que s'il s'agit d'une offre de formation qui n'existe pas et donc c'est la création de nouveaux référentiels, ou parce qu'effectivement il y a des modalités pédagogiques innovantes et qui peuvent être réplicables, notamment les retombées économiques et sociales, environnementales du projet, bien évidemment la qualité de la gouvernance ainsi que le modèle économique proposé, la situation financière des candidats qui vont composer le consortium et leur capacité à mener le projet, et également la possibilité d'avoir un système d'évaluation qui va être proposé, des indicateurs d'évaluation dans le projet. Alors cet axe est opéré par la Banque des territoires. Donc le cahier des charges peut être directement du coup téléchargé sur le site, sur la plateforme de la Banque des territoires, donc vous avez le lien. Et comme les autres axes, il y a des relevés trimestriels. Donc le prochain est le 31 décembre 2022. Et donc à chaque relevé, donc comme vous l'a expliqué certains de mes collègues, donc il y a un examen des projets et donc une décision dans les 3 à 4 mois, donc et puis un conventionnement ensuite avec la Caisse des dépôts. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci pour ces interventions très claires. Avant de passer la main, enfin, avant d'en arriver aux questions qui sont assez nombreuses, mais je pense qu'on pourra pas assez bien les traiter vu le temps qui reste.
Je vais juste vous présenter en 3 slides comment Minalogic peut vous accompagner au montage de projets innovants. Slide suivante, s'il te plaît, Nathalie. Alors voilà. Donc l'équipe innovation chez Minalogic est composée de toutes ces personnes. Donc de toute façon, vous aurez accès à cette présentation, donc vous aurez les coordonnées. Donc chez nous, donc on a monsieur Philippe Viexorek qui est notre directeur innovation, et les différents domaines techniques adressés par notre équipe sont donc le logiciel, l'industrie du futur. Donc c'est directeur, c'est Vincent Biancal. Florent Bouvier s'occupe de l'optique et la photonique. Antoine Camus est notre directeur cybersécurité. David Galrenier est directeur des industries contenus, industries culturelles et créatives et New Space, et il est référent des relations avec les académiques. Et moi-même, donc je me suis déjà présenté, je m'occupe des micro-nano-technologies. Voilà. Suivante. Voilà, donc aujourd'hui, ça a été clairement expliqué, donc les différents guichets de ce France 2030 régionalisé. Mais effectivement, nous, en tant qu'équipe innovation chez Minalogic, on peut vous accompagner à identifier d'autres guichets qui peuvent exister. On vous accompagne aussi sur l'identification de partenaires académiques lorsque vous cherchez une solution pour apporter une innovation sur vos produits, ou d'autres industriels qui seraient pertinents pour monter un consortium et aller sur un appel à projet défini. On revoit les dossiers de candidature que vous déposez donc selon le cahier des charges de l'appel à projet visé. Et donc pour ce qui est de l'audition, lorsque vous êtes sélectionné par le guichet de financement, que ce soit la région, BPI, et ainsi de suite, on peut vous préparer donc à l'audition définitive et vous faire nos retours, donc expertiser quelque part le projet. Et on expertisera aussi ce projet dans un second temps s'il passe en phase 2, où là, il faut prévoir une proposition un peu plus conséquente qui décrit vraiment dans le détail ce que vous voulez faire. Et on est aussi une assistance dans les relations avec les financeurs. Voilà. La preuve aujourd'hui, c'est ce webinaire organisé donc avec la région notamment. Voilà. Donc, on aide à bien construire le dossier. Donc, quand il y a besoin d'une labellisation, comme ça a été mentionné par exemple pour le IDEMO régionalisé, on met en place tout ce processus pour vous préparer au mieux et voilà, pour que votre dossier soit le plus abouti possible et qu'il soit labellisable. Et comme j'expliquais, on peut entraîner pour tout ce qui est audition, pitch, ainsi de suite, et on peut proposer aussi les lettres de soutien. Suivant. Alors, n'hésitez pas donc voilà, à nous poser toutes les questions que vous aurez à nous poser, voilà, que ce soit en l'occurrence moi-même, ma collègue Nathalie ou les directeurs techniques que je vous ai présentés tout à l'heure. Il y a beaucoup d'infos sur notre site web minalogic.com, donc n'hésitez pas aussi à aller le visiter. Suivant, pardon. J'en profite pour juste vous mentionner que nous avons des partenariats structurants avec des organismes spécialisés qui peuvent vous aider, eux, notamment dans la rédaction des propositions complètes, donc que sont Letton et ABGI de Visiative, donc qui sont voilà, des cabinets de conseil en financement de l'innovation. Voilà, je pense que c'était la dernière slide, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc on en arrive aux questions-réponses. Alors, ma collègue Nathalie me dit